comment la creator economy fait évoluer la consommation de contenu et quel rôle joue Mime pour les créateurs. J'accueille Gauthier Lapéroni, Chief Operating Officer chez Mime. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'écouter déjà, c'est sympa à vous, merci beaucoup. Comme on vous l'a dit, je vais vous parler un petit peu de Creator Economy et de ce que nous, on joue comme rôle Mime dans la Creator Economy. Donc deux parties assez simples. La première sur la Creator Economy en général, pour vous donner un petit peu de data. Généralement, c'est quelque chose qui est un petit peu flou, encore un peu nouveau pour tout le monde. Toujours important, on essaie de recontextualiser un peu avec tout le monde et on va vous expliquer plus en détail ce qu'on fait à l'intérieur. Bon, je me représente, mais très rapide. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin. La Creator Economy, comment nous, on l'a définie et qu'est-ce qui est important? En fait, aujourd'hui, on l'a définie comme l'économie qui rassemble un petit peu tous les acteurs, qui aident les créateurs de contenu à vivre de leur passion, directement ou indirectement. Il y a des outils qui vont leur permettre de créer du contenu, il y a des réseaux qui vont leur permettre de poster des contenus gratuitement et de monétiser différemment. Et après, on viendra à notre modèle à nous qui leur permet de monétiser plus directement avec leur audience et sur une audience, vous allez le voir, qui est un petit peu plus qualifiée. Là-dedans, où tout a commencé, en fait, c'est la rencontre de deux besoins. Des créateurs de contenu d'un côté qui ont besoin d'énormément de liberté, qui ont avancé aussi dans leurs usages, ils se sont professionnalisés, ils ont beaucoup plus de qualité dans les contenus qu'ils amènent. Et ces contenus-là, finalement, comme aujourd'hui, quand vous écoutez de la musique sur Spotify ou que vous regardez un film ou une série sur Netflix, c'est des contenus qui ont de la valeur, c'est des contenus qui sont produits, qui demandent du temps et que les créateurs de contenu cherchent un petit peu à monétiser. Et de l'autre côté, on a des utilisateurs qui sont de plus en plus proches de ces créateurs de contenu-là, et on l'a entendu tout à l'heure sur les médias, il y a des incarnations pures, et les incarnations sont parfois plus fortes que le média lui-même. Et c'est ce qui se passe en fait avec les créateurs de contenu. Il y a une confiance énorme dans les créateurs et un attachement très très fort des utilisateurs. Les utilisateurs, ils ont des besoins, ils ont besoin d'apprendre, de se divertir aussi. Et ça, là où avant ils le faisaient avec des chaînes télé, avec des chaînes de radio, avec des contenus un petit peu classiques, maintenant ils le font directement avec des créateurs de contenu. Et c'est un peu comme ça que la Creator Economy est née. Quelques chiffres qui sont quand même importants pour se rendre compte un petit peu du shift et de la puissance du marché. Aujourd'hui, alors évidemment, on se parle de tout créateur confondu, mais on a déjà dépassé les 300 millions de créateurs de contenu dans le monde, donc c'est quand même assez énorme. Si on regarde la France en 2 ans, il y en a 8 millions qui sont passés créateurs de contenu. Et quand on parle de créateurs de contenu, évidemment, on parle de gens qui créent régulièrement sur les réseaux sociaux et qui ont une tendance à aller vers de la monétisation de ce contenu-là et qui sont capables d'en vivre partiellement ou totalement. On y reviendra tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. Et vous le voyez sur les cartes, c'est quelque chose qui se diffuse finalement partout avec des besoins qui sont un peu différents, que ce soit en Europe, mais que ce soit dans le reste du monde aussi. On le voit beaucoup dans les pays émergents. C'est une source de revenus très forte pour ces personnes-là dans ces pays-là. Et c'est quelque chose qui tente évidemment tout le monde là-dessus. Et juste un petit chiffre, mais qui est important sur la valorisation du marché, ça a dépassé un cap, et le cap des 100 milliards de dollars de valorisation. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez énorme là-dedans. Au milieu de tout ça, il y a Mime, il y a des plateformes comme nous, des plateformes de contenu qui vont permettre à ces créateurs de contenu de trouver leur audience et de monétiser directement leur contenu auprès de leur audience. Je vous mets juste une petite vidéo, si je ne me trompe pas, dans l'ordre des slides pour vous introduire un petit peu qui on est. Ça ne dure pas longtemps, ça dure 1 minute, mais je pense que ça vaudra pas mal de bons mots. Ouais. I think people are getting sick of the social media platforms. I was obsessed with the metrics. Just drives me nuts. And the biggest thing is definitely sponsored I think content. people want authenticity.
Voilà, c'était rapide comme promis, mais ça vous permet d'avoir quand même un petit peu plus d'éléments. On va rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc nous, à quoi on sert aujourd'hui? Et qui on est déjà? On est la première plateforme française et européenne pour les créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion. Donc quand on dit qu'ils veulent vivre de leur passion, c'est directement grâce à leur contenu et pas indirectement, j'y reviendrai après, mais c'est un peu dans notre raison d'être de départ et dans l'idée de nos deux cofondateurs, Pierre et Gaspard. Donc l'émission d'un côté, et vous allez voir, on a toujours cette dualité, les créateurs de contenu d'un côté et les utilisateurs / abonnés, on va y revenir après. Donc les créateurs, nous, on veut leur permettre de vivre de leur passion. Peu importe finalement la passion qu'ils ont, du moment où ils ont une proposition de valeur qui est suffisamment forte pour générer des revenus derrière et générer des abonnements, on y reviendra sur notre business model, nous, on est là pour les aider, les accompagner. Et de l'autre côté, les utilisateurs, c'est leur permettre de trouver ces créateurs de contenu qui cherchent, qui vont proposer le contenu qu'eux, ils cherchent, peu importe ce dont ils ont envie, qu'ils aient envie, encore une fois, de se divertir, d'apprendre quelque chose, de se professionnaliser ou de se perfectionner sur une thématique donnée. Nous, notre enjeu, c'est de leur donner ça et de les aider à accéder à ce contenu qu'on considère premium de notre côté, parce que tous ces contenus-là vont être accessibles, et je reviendrai juste après dessus, après un abonnement payant, ce qui change énormément de ce que vous connaissez ailleurs. Et donc sur le business model, je dis souvent qu'il est à 2 étages. Il y a un premier étage où, quand un utilisateur veut accéder à l'exhaustivité des contenus d'un créateur, il doit s'abonner et payer un abonnement à ce créateur-là, donc c'est un abonnement individuel, pour accéder à la totalité des contenus. Donc un peu comme chez Canal à l'époque, vous aviez le canal gratuit et le canal payant réservé aux abonnés. C'est un peu la même chose chez les créateurs de contenu chez nous. Il y a des contenus gratuits qui servent à exposer leur proposition de valeur, à apporter un petit peu de preuve aux gens pour les convaincre. Et s'ils ont envie d'accéder à tous ces contenus-là, eh ben, ils s'abonnent. Je vous prends un exemple, un coach sportif, il vient, il donne quelques secondes de teasing de ce qu'il fait dans un cours en ligne, sur quoi il accompagne les gens, quelles sont ses spécialités. Et si la personne veut accéder à la totalité des cours, il va payer un abonnement derrière. Et après, il y a ce que chez nous, on appelle les pay-per-view, donc qui représentent 40% des revenus des créateurs, vous le voyez, qui sont en fait tout ce qui rassemble les contenus personnalisés qui vont être créés par les créateurs de contenu. Et donc là, si je reprends l'exemple du coach sportif, il a ses cours qui sont assez généralistes pour préparer un marathon, un semi-marathon, ou préparer son corps pour les vacances d'été, comme souvent. Et après, il y a la partie personnalisée où vous allez lui demander quelque chose en fonction de votre corps, en fonction de votre besoin et de votre personnalité à vous. Et lui va s'adapter à ça et va vous proposer une prestation en face de ça. C'est comme les cours personnalisés en physique, exactement la même chose. Et après, il y a une petite partie des revenus, comme vous le voyez, qui est sur les tips. Et pourquoi aujourd'hui, vous l'avez vu, et on reviendra un tout petit peu après sur les chiffres, on est un succès, c'est que nous, notre façon de voir le business, les choses et les créateurs de contenu, c'est qu'on a voulu, et Pierre et Gaspard, nos fondateurs, ont toujours voulu créer une plateforme pour eux, pour qu'ils puissent vivre de leur passion, et non pas pour que nous, on gagne avant toute chose de l'argent. Je ne citerai pas d'exemple, mais chez nous, on reverse en moyenne 80% des revenus des créateurs de contenu. Je pense que sur les réseaux, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et c'est ce qui est important chez nous et ce qui fait le succès, qui attire de plus en plus de créateurs là-dessus, c'est que c'est eux qui récupèrent la plus grande valeur de ce qui est généré sur la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est leur contenu qui apporte la valeur sur la plateforme. Et c'est à eux de réussir à gagner de l'argent avec ça. Sur les deux, sur les abonnements, on reverse 75% des revenus. Sur le pay-per-view, 80% de revenus. Donc on est très large sur ce qu'on est capable d'offrir aux créateurs en termes de revenus. Sur les contenus qui existent chez nous, bon, je ne vous ferai pas l'offense de passer les formats que je pense que vous connaissez extrêmement bien. Nos deux fondateurs sont partis de choses que tout le monde connaît bien. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une dichotomie entre le gratuit et le payant, comme je vous l'ai expliqué. Des choses qui sont accessibles avec l'abonnement, des choses qui sont accessibles avec le pay-per-view. Et on voit qu'il y a une montée en gamme finalement qui est possible pour les utilisateurs et pour les créateurs dans cet accès au contenu-là, qui est assez important. Quelques chiffres, vous en avez vu dans la vidéo sur ce qui s'est passé avant cette année, mais donc Mime a été créé en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, finalement par Pierre et Gaspard, que vous avez vu dans la vidéo apparaître rapidement. On le voit, il y a une croissance assez fulgurante là-dessus, qui a été exacerbée avec le Covid, le besoin de trouver aussi des relais de croissance et des relais de revenus pour les créateurs. À l'heure où on se parle, on est une équipe, et je vais passer sur 2023, désolé, on a une équipe de 400 000 créateurs de contenu sur la plateforme, donc on voit que ça s'agrandit, ça arrive. Vous l'avez vu dans la vidéo, de plus en plus de pays rejoignent un petit peu l'aventure, et il y a une pénétration qui arrive de façon assez large dans plein de pays. On a des revenus qui se développent pour les créateurs de contenu, donc en moyenne chez nous, un créateur de contenu gagne 1 200 € par mois, donc on voit que ça approche
en moyenne des revenus qui approchent le SMIC en France, donc ça c'est assez intéressant. Et surtout sur ceux qui couplent l'abonnement et le pay-per-view, toujours cette dualité entre les deux. Il y a plus de 4 millions de contenus partagés en 2022, et c'est assez intéressant parce que si vous mettez ça en perspective des réseaux sociaux, c'est finalement assez peu, mais c'est du contenu très qualitatif. Et comme on le disait, chez nous, tout le monde est concentré sur la qualité. Et depuis qu'on a été créé en 2019, on a déjà reversé quasiment 130 millions d'euros aux créateurs de contenu. Donc ça, c'est les revenus qu'ils ont pris avec nous. Et de l'autre côté user, assez rapidement, on a 14 millions d'utilisateurs qui nous rejoignent et qui nous ont rejoints depuis 2019. Donc pareil, ça commence à être assez élevé sur une moyenne d'âge qui est plutôt jeune, on le voit. On n'est pas sur la Gen Z non plus, mais on est sur le premier public en capacité de payer, de s'abonner et qui va faire partie des early adopters de plateformes comme la nôtre, très digitales et qui disruptent un petit peu finalement le marché qu'on est en train de voir. Bon, et si on parle un petit peu d'avantages et pour les créateurs et pour les utilisateurs. Donc pour les créateurs, j'en ai évoqué quand même quelques-uns. Vivre de leur passion, gérer leur business en toute autonomie, c'est évident. Nous, on est là en tant que plateforme qui leur fournit ces fonctionnalités-là pour aller produire leur contenu, mais aussi le partager, gagner de l'argent avec. De la liberté. On le voit, c'est un besoin qui existe partout dans tous les marchés, surtout depuis le Covid. Ça leur permet aussi d'envisager parfois de changer de vie, parfois de changer de métier. Donc c'est quand même pas neutre pour ces personnes-là. Et c'est des choses qui arrivent de plus en plus vite. Et vous l'avez vu avec les revenus, c'est quelque chose qui ne va cesser de croître. On le voit, hein. Nous, les revenus des créateurs, d'année en année, ils ne cessent de grandir. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Proximité avec les abonnés, si je vous prends quelque chose que je pense que vous connaissez tous sur les réseaux sociaux, ces créateurs-là, ils ont des centaines de milliers de followers avec qui ils n'arrivent pas à entretenir finalement une vraie relation chez nous. L'abonnement met quand même une barrière, donc il y a des volumes qui sont beaucoup plus faibles, ce qui permet aussi aux créateurs de contenu d'avoir ce relationnel-là avec leurs abonnés et d'apporter une relation beaucoup plus de proximité avec eux. Et après, on met des outils CRM, et c'est quelque chose qui est important aussi chez nous, vu que c'est un business. C'est pas comme sur les réseaux sociaux aussi, où il y a une masse à gérer. Chez nous, n'importe qui et un créateur de contenu peut déclencher des envois d'emails à ses abonnés, etc. Et du vrai CRM comme une entreprise B2B pourrait le faire, comme nous ou comme vous dans les vôtres très probablement. Et sur les utilisateurs, moi, je l'ai évoqué, je ne vais pas vous faire point par point, mais pour revenir dessus, ils ont évidemment de la liberté, ils peuvent chercher tous les créateurs de contenu qu'ils ont envie de chercher. Il y a énormément de diversité chez nous. Il n'y a pas de publicité aussi chez nous, on est concentré sur la valeur de contenu. On reprend les codes finalement des plateformes premium que j'évoquais tout à l'heure, qui sont hyper importants, et on est centré autour de ce contenu-là. Et nous, notre objectif, c'est d'aider un utilisateur à trouver le créateur qui lui convient, et on s'arrête là. Et c'est bien important pour nous, et après d'accompagner le créateur sur le fait de garder son abonné le plus longtemps possible, et ça va être hyper important. Et après, un autre avantage qui me paraît important dans ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, leur capacité à énormément personnaliser leur expérience avec le créateur, à aller très loin, à pouvoir personnaliser, encore une fois, coach sportif, des profs, un petit peu de tout qui se personnalise chez nous. Mais ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin aussi, et surtout pour ceux qui n'ont pas accès forcément à ces activités-là en physique, qui n'ont pas le temps de le faire et qui peuvent prendre ce recul-là et ce temps-là pour le faire sur le digital. Comment la creator economy va évoluer? Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Mais c'est un peu ce que je vous disais, c'est que là, on est aux prémices de tout ce qui se passe. Il y a eu une première grosse étape qui s'est passée avec les réseaux sociaux, l'avènement de la création de contenu, un réflexe qui est devenu un réflexe quasiment chez tout le monde, même pour ceux qui ne se considèrent pas forcément comme des créateurs de contenu. Donc ça ne cesse d'avancer, et la monétisation est quelque chose qui est en train d'avancer aussi, on le voit avec des acteurs comme nous. C'est un mouvement de fond qui est logique. Il y a eu une première partie de construction de communauté, et donc ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il y a les questions de monétisation. Donc, il y a le sponsoring qui est arrivé au tout début. Et là, on arrive sur une monétisation qui nous paraît plus saine, et je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment, mais une monétisation qui est liée au contenu, à la qualité du contenu et à la profondeur de ce contenu-là, et qui se confronte un petit peu à l'intérêt des utilisateurs en face. Là, encore une fois, comme tout le marché de contenu qu'on connaît aujourd'hui, soit musique, cinéma ou série, c'est des choses que vous connaissez. Et je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup.